Nous savons tous que l'armée romaine était l'une des plus disciplinées du monde antique. Imaginez une masse de 6000 soldats se déplaçant, construisant et combattant comme un seul organisme. Ici, les erreurs n'étaient pas pardonnées. L'insubordination était considérée comme l'un des crimes les plus graves et était le plus souvent puni de mort. Mais voici le plus frappant. Malgré ce système impitoyable et sans merci, certains soldats ont osé, maintes et maintes fois, le défier. Pensez-y un instant. Des soldats qui avaient vu de leurs propres yeux leurs camarades battus à mort pour désobéissance faisaient quand même un pas en avant et s'élevaient contre leur commandant. C'est l'un des rebondissements les plus incroyables de l'histoire romaine. C'est précisément dans ces moments-là que nous voyons comment cette machine de guerre, en apparence impeccable, commençait à se fissurer. Nous comprenons que tout a une limite et que même l'armée la plus meurtrière est composée d'êtres humains ordinaires. La question principale est: qu'est-ce qui les poussait à faire cela? Pourquoi prenaient-ils un risque aussi fou? Et que leur arrivait-il lorsqu'ils refusaient ouvertement d'obéir aux ordres? Plongeons dans la véritable nature des mutineries au sein des légions romaines, le serment et les vulnérabilités du système. Pour comprendre pourquoi les légionnaires romains se mutinaient, il faut d'abord réaliser à quel point l'obéissance était ancrée dans le système et où se cachaient exactement ses failles. Le serment militaire romain, le sacramentum, n'était pas une vaine formalité bureaucratique. C'était un engagement religieux et juridique inviolable qui transformait littéralement un civil en soldat. Le serment liait indéfectiblement le légionnaire à l'empereur, aux étendards de combat et à une soumission absolue. Sa violation n'était pas un simple délit militaire. C'était un sacrilège religieux, dont les conséquences, croyaient les Romains, poursuivaient l'homme même après la mort. En plus du serment, il existait des punitions institutionnelles, les coups de cep de vigne, le fustuarium, le passage à tabac à mort, la décimation. Tout cela créait une atmosphère où l'insubordination entraînait des conséquences véritablement macabres et sanglantes. Le légionnaire qui songeait à refuser un ordre risquait d'être mis en pièces par ses propres compagnons d'armes. Et pourtant, cette machine présentait des faiblesses structurelles qui créaient les conditions idéales pour une mutinerie collective. La faiblesse principale résidait en ceci. Les punitions qui garantissaient la soumission nécessitaient la participation de l'unité elle-même. Le fustuarium ne fonctionnait que parce que la sentence était exécutée par les camarades du condamné. La décimation fonctionnait parce que les survivants exécutaient un homme sur 10. Ces exécutions reposaient sur le fait que l'unité dans son ensemble restait loyale au système. Mais lorsque la légion dans son ensemble cessait d'être loyale, lorsque la masse des soldats décidait simultanément que leur grief commun l'emportait sur leur devoir institutionnel, la machine des punitions se brisait tout simplement. Il est impossible de décimer une légion qui s'est mutinée dans sa totalité. On ne peut pas battre un homme à mort si ceux qui doivent porter les coups sont eux-mêmes des mutins. C'est précisément cette vulnérabilité qu'exploitait la mutinerie. Et les soldats le comprenaient parfaitement. Un seul soldat qui refuse d'obéir est un homme mort. 10 000 soldats qui refusent d'obéir constituent une puissante position de négociation. La mutinerie de Pannonie, quand la patience éclate. La mort d'Octave Auguste en 14 de notre ère a provoqué la plus grande mutinerie militaire de l'histoire du début de l'Empire romain. Et elle a éclaté simultanément en 2 points. Parmi les légions pannoniennes sur le Danube et les légions rhénanes en Germanie.
La mutinerie de Pannonie est documentée en détail grâce aux magnifiques écrits de l'historien Tacite. 3 légions, la 8e, la 9e et la 15e, se trouvaient dans un camp d'été lorsque la nouvelle de la mort de l'empereur est arrivée. Leur commandant, Junius Blaesus, a suspendu les entraînements habituels en signe de deuil. L'arrêt de la routine a été la première fissure. Les soldats, qui n'étaient plus occupés par un travail épuisant, ont eu le temps de parler, de discuter de leurs malheurs et de s'organiser. Et les griefs étaient absolument réels et s'accumulaient depuis des années. Les soldats romains de cette période servaient pendant 20 ans, 2 décennies d'un hachoir à viande ininterrompu avant d'atteindre une retraite qui devait tout compenser. Mais de nombreux légionnaires pannoniens servaient bien au-delà de la durée prévue par leur contrat. Leur démobilisation était constamment repoussée en raison du manque d'hommes aux frontières. Leurs soldes subissaient des déductions si abusives qu'il ne leur restait que de misérables pièces entre les mains. Et les conditions physiques de la vie de garnison étaient tout simplement inhumaines. La voix de la mutinerie fut un simple soldat nommé Persénius. Tacite le décrit comme un ancien chef de claqueurs de théâtre, passé maître dans l'art d'enflammer les foules. Il a formulé leurs revendications avec une précision effrayante. La durée du service est trop longue, la solde est trop maigre, la pension est illusoire et les punitions sont bestiales. Son discours est l'un des documents les plus époustouflants de l'histoire antique, transmettant le point de vue authentique des simples soldats sur leur service. Les mutins ont avancé des exigences précises: réduire la durée du service de 20 à 16 ans, augmenter la solde à 1 denier par jour, payer la prime de fin de service en argent comptant, et non avec des lopins de terre perdus au milieu de nulle part. Ils n'exigeaient pas le renversement de l'Empire. Il s'agissait de revendications absolument pragmatiques, d'ordre professionnel, ouvertes à la négociation. L'empereur Tibère a envoyé son fils Drusus pour négocier. Au début, les soldats ont rejeté ces propositions. Mais une éclipse lunaire, perçue par les légionnaires superstitieux comme un mauvais présage, une brusque dégradation de la météo et l'arrivée de troupes auxiliaires fidèles ont lentement modifié l'équilibre des forces. Les meneurs ont été exécutés et la mutinerie a été étouffée. Cependant, dans les années qui ont suivi, Tibère a discrètement satisfait une partie de ses demandes. La mutinerie a échoué. Des revendications semblaient être rejetées. Et pourtant, le système a changé. C'était là la principale leçon de Pannonie. Les soldats ne pouvaient pas gagner en combat ouvert, mais ils pouvaient faire trembler la terre sous les pieds de l'Empire lui-même. Jules César et la 10e Légion, le pouvoir d'un seul mot. Tous les affrontements entre les commandants et leurs armées ne se terminaient pas par une répression. Parfois, les soldats gagnaient. Et aucun exemple ne l'illustre aussi brillamment que le conflit de Jules César avec sa légion favorite, la 10e, en 47 avant notre ère. La 10e Légion avait été l'unité d'élite la plus fidèle de César tout au long de la guerre des Gaules. Il l'avait suivi à travers les batailles les plus sanglantes pendant toute une décennie. En 47 avant Jésus-Christ, ils étaient mortellement fatigués, en colère et se sentaient trahis, car ils n'avaient pas reçu les richesses promises par César. Lorsqu'il leur a catégoriquement refusé une libération immédiate, la 10e Légion s'est mutinée. La réponse de César n'a pas été la force militaire. Sa réponse est résumée à un seul mot. Il a rassemblé les soldats rebelles sur une place et a commencé son discours non pas par l'apostrophe habituelle et fraternelle de « soldat », mais par le mot « kirite », citoyen. Ce mot a eu un effet dévastateur. Dans la réalité romaine, le soldat renonçait temporairement à ses droits civiques et à son statut en échange de l'identité militaire que créait le sacramentum. En les appelant citoyens plutôt que soldats, César a procédé sur le champ à leur licenciement juridique et social. Il leur a jeté au visage cette humiliation. Vous n'êtes plus mes soldats.
Vous n'êtes que des civils, et je ne vous dois plus rien. » L'effet a été total. De rudes vétérans, qui se trouvaient encore une minute plus tôt au bord d'une mutinerie armée, sont tombés à genoux et l'ont supplié de leur permettre de rester légionnaires. Ils ont accepté les conditions de César sans la moindre réserve. Cet épisode met à nu une vérité très profonde sur le lien entre le soldat romain et son statut. La menace de perdre leur identité militaire, de retourner à la misère civile et au manque de poids social, s'est avérée bien plus effrayante pour eux que les griefs qui les avaient poussés à se mutiner. Et le génial César l'avait parfaitement compris. L'année des 4 empereurs, l'armée comme créatrice du pouvoir. La manifestation la plus dramatique du pouvoir collectif de l'armée n'a même pas été la mutinerie, mais le renversement et l'intronisation des empereurs eux-mêmes. Et cela s'est manifesté de la manière la plus éclatante en 69 de notre ère. Lorsque l'empereur Néron est mort sans laisser d'héritier, la vérité nue a éclaté au grand jour. L'empereur ne règne que parce que l'armée le lui permet. Le Sénat pouvait publier des décrets, le peuple pouvait se réjouir, mais seules les légions décidaient de qui resterait au pouvoir. En seulement 12 mois, 4 hommes se sont succédés sur le trône: Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Et chacun d'eux s'est appuyé sur les armes des militaires. Les légions espagnoles ont proclamé Galba. La garde prétorienne à Rome a proclamé Othon. Les légions du Rhin ont proclamé Vitellius. Et les armées d'Orient ont proclamé Vespasien. Les soldats ne le faisaient pas par loyauté aveugle. Ils faisaient un calcul politique froid et cynique. Lequel des candidats offrirait les meilleures conditions, le meilleur donativum, prime en espèces, pour leur unité. C'étaient de véritables enchères directes entre le prétendant au trône et des hommes armés. Celui qui payait le plus obtenait le pouvoir. Tacite a alors fait une remarque sombre, restée à jamais dans l'histoire. Le secret de l'Empire avait été divulgué. Un empereur pouvait être créé ailleurs qu'à Rome. Les légionnaires l'avaient compris, et les relations entre l'armée et le pouvoir ont été irrémédiablement modifiées. Le contrat social invisible. Dans un sens, ces mutineries se sont soldées par des échecs. Les légionnaires pannoniens n'ont pas obtenu de réduction de leur temps de service. La 10e Légion n'a pas obtenu sa libération immédiate. Les empereurs de l'année 69 étaient élevés par une armée pour être aussitôt détruits par une autre. Mais à un niveau plus profond, ces épisodes mettent à nu ce que cachent les chroniques officielles de la discipline romaine. Le soldat romain n'était pas un outil aveugle et docile. Il était un acteur participant activement à un contrat bilatéral. L'État était tenu de fournir une solde, des primes, des conditions tolérables et une pension. L'armée était tenue de se battre et d'obéir. Lorsqu'une des parties violait de façon flagrante ses obligations, le contrat était rompu. Le fait que les mutineries étaient rares, compte tenu de la taille de l'armée et de la cruauté des conditions, ne prouve qu'une chose. Le reste du temps, le système fonctionnait avec une précision étonnante. Les rébellions n'éclataient que lorsque le contrat social du service militaire avait déjà été, dans les faits, piétiné par l'État. De plus, ces événements révèlent la phénoménale culture politique des simples légionnaires. Ils n'étaient pas des barbares aveuglément enragés. Ils analysaient clairement la situation, trouvaient les points faibles et menaient des négociations collectives avec leur employeur, en utilisant le seul levier dont ils disposaient. Et il ne faut pas oublier la capacité stupéfiante de l'État romain à s'auto-corriger. Les mutineries n'ont pas détruit la machine militaire romaine. Elles ont testé sa solidité, exposé ses points de pourriture et finalement l'ont rendue beaucoup plus pérenne.
Rome a appris de ses rébellions, prolongeant ainsi la vie de son empire de plusieurs siècles. Pensez-y un instant. Une armée qui refuse de se battre, mais qui, en même temps, continue de parcourir 30 km par jour selon le règlement et de construire inlassablement un camp à partir de zéro. La discipline et la mutinerie n'étaient pas ennemies, elles faisaient partie d'un seul et même système. Et c'est peut-être cette capacité à encaisser les coups de l'intérieur qui les a rendus invincibles pendant des siècles. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez cette véritable histoire authentique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. À très bientôt.